Aujourd'hui, je vais reprendre le stade du miroir, auquel j'avais déjà consacré des vidéos auparavant. Et si vous écrivez sur YouTube le stade du miroir et mon nom, vous trouverez une vidéo qui regroupe les trois vidéos consacrées au stade du miroir que je vais reprendre maintenant avec plus de détails. Des détails qui vont nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que Lacan est amené à introduire ce stade du miroir. Ces détails, vous les trouvez en grande partie dans un écrit qui se trouve dans ce livre, Les autres écrits de Lacan. Le titre est Les complexes familiaux dans la formation de l'individu, apparu en 1938 dans l'Encyclopédie française, et les deux autres écrits de référence, on les trouve ici dans le tome 1 des écrits de Lacan, Le stade du miroir comme formateur du jeu et Propos sur la causalité psychique. Voyons les complexes familiaux, et tout particulièrement, on va s'intéresser à deux chapitres. Le complexe du sévrage et le complexe de l'intrusion. Arrêtons-nous un instant sur le mot complexe très important dans ce texte. C'est le titre même, fait partie du titre même de l'écrit. Le complexe est, pour Lacan, un organisateur du développement psychique de l'enfant, mais une composante essentielle, importante du complexe est l'imago. Et l'imago, dans la pensée de Lacan de ces années-là, est un concept essentiel. Qu'est-ce que l'imago? L'imago est une représentation inconsciente qui a un impact de changement dans le psychisme de l'enfant lorsque celui-ci va assumer une certaine image auquel il est confronté. Voyons le complexe du sévrage qui se situe aux alentours du 6e mois, lorsque l'enfant va se séparer, doit se séparer de la tétée, doit se séparer de l'imago, voilà, que apparaît le terme imago, du sein maternel. Et lorsqu'il est confronté à cette séparation, il va vivre des sensations qui sont très pénibles. À la fois parce qu'il perd un point de repère très important, il perd une source de plaisir, mais il perd également une sensation d'unité qu'il avait. Rappelons ce que Lacan dit souvent dans ses écrits autour du stade du miroir, l'enfant, à différence des animaux, naît prématuré. Et cette immaturité physiologique de la motricité et d'autres continue, et au 6e mois, cette immaturité de la motricité est encore bien présente. Donc là, il va sentir ce morcellement du corps. Il n'a pas encore la maîtrise de son propre corps, parce qu'il perd donc cette sensation d'unité grâce à l'imago du sein maternel, et là, il va sentir cette sensation de morcellement des parties du corps qui ne peut pas maîtriser. Et surgit ce que on pourrait appeler un premier désir de mort. Et c'est là que situe Lacan ce que Freud appelait la pulsion de mort, l'instinct de mort. C'est un désir de mort qui apparaît lors du complexe du sévrage. Et il va situer également à cette période le masochisme primaire. Voyons maintenant le complexe de l'intrusion. Il apparaît lorsque, dans une famille
bien un petit frère, une petite sœur, et l'enfant va vivre la présence de ce petit frère ou ses petites sœurs comme une manière de le détrôner, alors que jusqu'à ce moment-là, il se sentait un roi. Sentiment qui apparaît très connu, la jalousie. Mais Lacan va souligner que ce n'est pas tant la rivalité qui est la source première de cette sensation de jalousie, mais plutôt l'identification. Et pour amener à comprendre cela, il va s'appuyer sur plusieurs descriptions des observations faites par Charlotte Bühler. Observations qui sont menées dans un contexte où il y a deux enfants, entre 6 mois et peut être pris entre 6 mois et 20 mois. Mais l'autre point important, c'est que entre ces deux enfants, il ne doit pas y avoir un écart qui dépasse les 2 mois et demi, 3 mois. Sinon, on ne peut pas observer ce qu'elle nous décrit Charlotte Bühler. Et quels sont ces comportements, ces gestes qu'elle décrit? Il y en a un qui est très connu, le transitivisme. L'enfant qui donne un coup à un autre enfant va dire que c'est l'autre enfant qui lui a donné un coup. Et cela n'est pas un mensonge, c'est qu'il le perçoit comme ça sur le moment même. Il y a des comportements des gestes, des comportements qu'on pourrait appeler de parade, de séduction, de despotisme. Et ces comportements, bien qu'ils se présentent entre deux enfants, dans le contexte de deux enfants, évoquent déjà la rivalité. C'est une forme primordiale de rivalité, alors qu'il n'y a pas un rival. Et comment se présentent ces comportements? Ces comportements se présentent l'un qui les fait, l'un qui fait par exemple, qui agit pour se montrer une parade, et l'autre qui regarde, mais ce n'est pas tant entre conscience, entre deux consciences, entre deux enfants, c'est plutôt sur la base des comportements, c'est-à-dire que l'un fait quelque chose et l'autre va regarder, ou l'un se montre un comportement despotique, et l'autre va être servile. Mais quand on voit, on ne sait pas qui est spectateur ou qui est celui-là qui est dans la parade. Dans le sens que ils peuvent être interchangeables, les comportements, et ne produisent pas de l'agressivité pure. Ces comportements, ils montrent quoi alors, ils montrent qu'il y a plutôt une forme d'imitation, d'identification. L'un va faire ce que l'autre fait, puis chacun à son tour, et certaines fois, on peut se présenter également d'une manière discordante entre les deux, les faire en même temps. Donc on voit bien que sous-jacente à ces comportements, ces gestes qui peuvent évoquer une certaine rivalité, ils se fondent plutôt sur l'identification et sur le sentiment de l'autre. Et également dans une atmosphère, dans un contexte imaginaire, car il peut arriver qu'ils ne tiennent pas compte vraiment de ce que l'autre fait. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut observer. Alors, Lacan se pose la question, mais alors, qu'est-ce qui est sous-jacent à cette atmosphère imaginaire, c'est-à-dire à l'imago qui se présente? Eh bien, il y a certaines composantes de la structure de cet imago. Une première composante, c'est, rappelant ce que donnait comme condition Charlotte Bühler, c'est qu'il n'y ait pas trop de différence de mois, qu'il n'y ait pas un écart entre un enfant et l'autre qui dépasse les 2 mois et demi. À dire qu'il doit y avoir une certaine propension pour une ressemblance objective. Et l'autre aspect, c'est le corps.
c'est le corps d'un enfant qui doit être présent. Donc le corps d'un enfant est d'un certain âge qui ressemble plus objectivement à l'enfant. Donc il a bien connaissance intuitivement d'une différence entre l'enfant qui est là et un enfant qui est plus grand ou un adulte. Donc il y a l'aspect de l'image du corps qui est importante. L'autre aspect, c'est cet investissement libidinal qu'il y a, ce plaisir d'être avec un autre, de pouvoir faire des choses avec un autre enfant. Et l'autre aspect qui est l'identification, cette forme d'identification affective. Et c'est autour de l'identification affective qu'on peut commencer à faire des rapprochements avec la jalousie et d'autres formes d'agressivité. Comment cela? Bien, si on va dans la fratrie, si on reprend le cas très connu que Lacan reprend de Saint Augustin, il voit son petit frère qui est en train de téter le sein de la maman, bien, il va nourrir cette jalousie. Mais est-ce qu'il s'agit de rivalité? Est-ce qu'on peut parler de rivalité? Dit Lacan, dans ce cas, on ne peut pas parler de rivalité parce que il n'a pas besoin de prendre le sein, l'enfant. Ce n'est pas une nécessité. Ce qui va se passer là, c'est plutôt qu'il y a une forme d'identification à l'image de son propre frère, et là, voilà, à travers cette identification de se revoir avec le sein, va se remettre en route le moment pénible du sévrage, où apparaît ce désir de mort. Donc ce désir de mort va se représenter, et là, après surgit cette envie de destruction du frère. Cela pour dire comment également, c'est au départ l'identification qui va mettre en route après ces sensations de jalousie et de destruction. Mais comment expliquer tout cela? Voilà, toutes ces données disparates qu'il y a, qui ont été jusqu'à présent, que je viens de décrire. Bien, le stade du miroir pourrait être la description d'une phase qui va générer, qui peut générer toute une série de comportements qu'on a décrits. Et voyons pourquoi. Alors, qu'est-ce que le stade du miroir? On l'avait déjà décrit, on va de nouveau rapidement le décrire. Si on prend un singe et on prend un enfant tout petit face à un miroir, tous les deux vont être intéressés au miroir. Car pour tous les deux agit l'importance de l'image du corps, de l'imago du corps. Et ici, il faut le prendre également, comme l'a été décrit par la psychologie gestaltique, c'est la gestalt qui a un certain pouvoir. C'est la bonne forme du corps qui va intéresser plus que d'autres objets. S'il voit d'autres objets et il voit le corps reflété, il va s'intéresser plus au corps. Et cela vaut aussi pour l'animal. Ce qui va se passer, c'est que le singe, après quelques gestes, quelques comportements, va se désintéresser, alors que l'enfant va continuer à s'intéresser. Et quand il va continuer à s'intéresser, il y a quelque chose qui va se passer. Là, interviennent des observations, des études de Kohler, qui parlaient de apperception situationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque l'enfant bouge la main et voit sur
sur le miroir le mouvement de la main qui suit, et lorsqu'il va bouger le bras et il voit de nouveau bouger le bras sur l'image reflétée sur le miroir, eh bien cela va l'interpeller, c'est qu'il va y avoir une intégration entre son propre mouvement et le reflet sur le miroir. De sorte qu'il va y avoir ensuite cette perception qu'il y a une coïncidence entre les deux, et donc se mettre en place ce qu'on appelle une reconnaissance. Forme de reconnaissance qui a été mise en évidence également dans des expériences avec des animaux. On n'arrive pas à cette reconnaissance comme apparaît chez l'être humain. Et ce moment-là, dont on est en train de parler, que l'enfant s'intéresse et va commencer à se reconnaître, eh bien, se situe à un moment qui commence, et ça c'est à partir des observations d'un psychologue Baldwin, à partir du 6e mois, exactement quand il y a le complexe du sévrage qui apparaît. Et on va voir que ce n'est pas simplement une coïncidence. Et lorsque, ça c'est les descriptions de ce psychologue, l'enfant se voit dans le miroir et se reconnaît, suit également une jubilation. On voit l'enfant qui va montrer un plaisir très accentué, une forme qui est proche à la jubilation, au triomphe. Eh bien, cela nous fait bien comprendre qu'il y a une reconnaissance, mais également un plaisir très fort. Et donc, à cette reconnaissance suit un investissement libidinal, de la libido qui est reversée sur son propre corps reflété, reconnu dans le miroir. Et là, pour Lacan, c'est beaucoup plus compréhensible la description de cela comme étant le propre du narcissisme. Ce que Freud appelait investissement narcissique, eh bien ici on peut bien mieux le comprendre, le décrire, et là il y a une libido, un investissement libidinal sur la propre image, la jubilation de l'enfant qui se voit, qui se reconnaît, et en se reconnaissant, voilà que cette image, il va s'identifier à cette image. Et là, on voit le processus de l'imago, c'est-à-dire cette gestalt du corps auquel donne beaucoup d'importance chaque être humain, et aussi des animaux, mais l'enfant va le prendre comme soi-même et donc s'identifier, et cette identification aura un impact sur son propre psychisme. Quel est l'impact sur son propre psychisme? Eh bien, la formation du moi. Et là également, on a une description beaucoup plus détaillée de ce que explique Freud, la formation du moi. Le moi est coïncide avec cette image du corps reflété. Donc cette image du corps, le corps reflété, l'image du corps est un support du moi, et le moi va progressivement se former ayant comme support et matrice le corps. Un petit détail, dans l'écrit que vous trouvez, le stade du miroir comme formateur du jeu, ici Lacan dit que ce moment de jubilation est la matrice du jeu, est la matrice d'une participation subjective. Et dans une note, il dira ici il parle de jeu idéal, il maintient ce jeu idéal, alors qu'après il parlera de moi idéal.
Mais attention, ce qui reste de cela, c'est qu'il y a également une activité subjective qui peut être la matrice du jeu. Il y a donc la surface du moi, la surface du corps qui est le support, la matrice du moi, et une partie qui participe de cette joie qui sera une matrice du jeu. Parce qu'il y a une discordance et une différence entre voilà, cette identification à l'image du corps reflété et support du moi, et ce que ressent l'enfant, l'activité qu'il a, mais ce qu'il va ressentir aussi. Parce que ce qu'il va ressentir, il y a une tension qu'il y aura entre ce qui est reflété et ce qu'il ressent. Ce qui est reflété, le moi, cette image, cette gestalt, la gestalt est une unité, donne un support, donne une perception d'unité. Et là, elle est certainement, c'est encore une fois compréhensible qu'elle est saluée avec un triomphe, parce que ça correspond à cette période du sévrage, là où il perd cette unité grâce à l'imago du sein maternel, et qui le plonge dans ce désir de mort. Eh bien, cette gestalt, cet imago, lui permet avec triomphe de pouvoir saluer de nouveau cette unité perdue. Mais il y a cette immaturité de la motricité, de peu de contrôle qu'il a sur son propre corps réel, qu'il vit, il sent qu'il y a voilà, un possible morcellement. Et cela restera pour toujours une certaine discordance entre le moi en fonction imaginaire et le je qui est pris par des formations de l'inconscient. Mais continuons avec le stade du miroir. Bon, on voit bien l'importance de l'image du corps et donc de cette unité qui contraste avec ce peu de maîtrise qu'il a sur la coordination réelle motrice. Bien, on permet de comprendre toute une série d'aspects qui ont été décrits par Freud au niveau de la clinique. Un, c'est les fantasmes de morcellement et des fantasmes de perte. Par exemple, la castration est un exemple. L'autre, c'est cette prédilection pour l'imago du double, qui peut être en amont de pas mal de problématiques. Et pour terminer, cet autre aspect de la propriété morphogénétique du corps, c'est-à-dire que l'image du corps aura un impact également sur la perception des objets, et par exemple dans les rêves. Sur les objets, on fait l'exemple classique d'une interprétation de Freud, une personne qui voit dans une bouteille une représentation phallique. Eh bien, cette bouteille, à cette perception d'un objet, va se superposer cette partie de l'imago, du corps. Voilà, comme l'imago du corps aura également une importance sur la perception des objets. Mais on voit bien comment la perception a certainement un poids très important à cette période du sévrage, parce qu'il y a une incapacité à maîtriser bien son corps, et donc la partie visuelle est la partie la plus forte, qui donne plus de maîtrise, et cela restera également comme point important pour le futur. Maintenant, à cela, qu'est-ce qu'on doit ajouter ? C'est que le stade du miroir
porte en soi donc à la fois cette joie triomphante de retrouver une unité, de trouver cette unité que donne la gestalt du corps, mais également elle se fonde sur le désir de mort qui était lié à cette perte d'unité, à cette perte du magot du sein maternel qui donnait cette unité. Et donc là, on a le rappel du mythe de Narcisse comme il est voué à la mort. Donc le stade du miroir est également comme ça, se fonde également sur un arrière-plan du désir de la mort, sur la destruction. Voyons maintenant un dernier aspect très important qui va permettre de relier des comportements, gestes qu'on disait au départ de l'enfant. Lorsque l'enfant s'intéresse à l'image, reflétée sur le miroir, comme le singe, comme on disait, ce premier temps, bien, ce qu'il voit reflété dans l'image, sur le miroir, ce corps qui attire, eh bien, c'est un autre corps au début. Il est perçu comme un autre. Et donc, c'est perçu comme non appartenant à soi. Il y a une intrusion. Lacan appelle ça une intrusion narcissique. C'est après, au fur et à mesure que donc on va se reconnaître que se forme le moi, qu'il va pouvoir s'identifier et reconnaître que c'est lui, que c'est lui-même. Donc, il y a bien au départ un autre qui va devenir un moi. Donc, au départ, le moi est un autre. Et cela explique les régressions, par exemple, des paranoïaques. Et c'est cela qui fait dire, après à Lacan, qu'au départ, la connaissance de comment se forme la connaissance de l'enfant évoque la connaissance paranoïaque. Car au départ, il y a une confusion, une superposition entre le moi et l'autre, entre l'autre et les moi. Ce qui explique toute une série de gestes de comportement qu'on avait vus au niveau de l'identification que l'enfant a avec un autre enfant quand il a à peu près le même âge. Et cela peut expliquer, après des régressions au niveau de certaines psychoses paranoïaques, c'est pas moi qui veux le tuer, c'est lui qui veut me tuer. Et cela explique également certaines positions de mythomanie, de grandiosité, où l'un se croit Dieu, car il y a toute cette partie de la toute-puissance qui apparaît lorsque le moi se forme. Mais à cette toute-puissance se relie également l'impuissance du corps non maîtrisable encore pour une question de immaturité de la motricité. Et également de cette forme du moi qui au départ est un autre et donc se forme sur la base d'un autre et donc donne l'aliénation. D'un côté, il y a le moi qui se forme à partir d'un autre et donc il y a cette liberté qui apparaît dans cette sensation triomphante d'avoir l'unité. Elle se fait sur l'arrière-plan d'une aliénation. Et voyons, on voit bien toujours cet arrière-plan. D'une part, il y a cette jubilation d'une grande unité qui se fait sur l'arrière-plan d'un morcellement, d'une incapacité de maîtriser la propre motricité. Cette perception du moi qui donne cette idée triomphante de la toute-puissance qui se forme également sur le fond d'un autre, donc d'une aliénation. Eh bien, prochaine vidéo, au revoir.